À Paris, c'est jour de grand ménage chez Anna. Comme pour nous tous, sa bête noire, c'est la poussière. Ah bah voilà. Là, il y a effectivement plein de poils et moutons, poussière. Aspirateur à main, plumeau, rien ne lui échappe. Je me dis, les enfants sont toujours par terre, ils jouent avec des billes, donc je préfère que ça soit propre. Après ce gros ménage, la poussière a-t-elle disparu? Bonjour. Bonjour, Bienvenue. Pour le savoir, nous allons Ça va, réaliser et vous? une série de tests avec les microbiologistes Thierry Nass et Delphine Girlich de l'hôpital Kremlin-Bicêtre. On va rechercher les micro-organismes présents dans l'air. Et la quantité de micro-organismes dans l'air est directement proportionnelle à la quantité de poussière. Plus il y a de poussière, plus il y a de micro-organismes. Nos experts déposent dans la pièce des boîtes remplies de gélose, un gel nutritif. Couvercle retiré pendant 30 minutes, elles vont capter les micro-organismes qui se déposent dessus. Et disposées tête en bas, elles vont les attraper directement sur les surfaces. Entre-temps, Anna revient de l'école avec les enfants. Voilà, on enlève les chaussures. L'arrivée d'Alice et Fabio est une véritable tornade. L'air est remué, ce qui donne une idée à nos microbiologistes. Nous avions prélevé tout à l'heure juste après le ménage, et là maintenant on va reprélever après une activité intense d'1 heure avec des bactéries de pelochon et autres. Et donc on pourra comparer les deux prélèvements. Les prélèvements avant et après activité vont être incubés pendant 48 heures pour mettre en évidence les éventuels micro-organismes. Et si nous prenions aussi le sac d'aspirateur pour voir ce qu'il a dans le ventre? Et on file au labo, mettre tout ça au chaud. Deux jours plus tard, c'est Mac, un grand maniaque du ménage, qui va découvrir les résultats. Bonjour docteur. Bonjour Marc, bienvenue à Bicêtre. Merci. Parfait. Je vous suis. Allons-y. Commençons par examiner le sac d'aspirateur. Là je vous invite à en prendre un petit peu, et Oui. essayer d'en mettre un peu dans la boîte à pétri. Alors, Voilà, oui. le problème c'est que il y a autant de poussière qui repart dans l'atmosphère que de poussière qui tombe dans la boîte. Donc ça veut dire que ces particules en suspension, on les respire en permanence. Absolument, on respire ces particules. Est-ce que c'est dangereux? C'est pas dangereux parce qu'on dispose de dispositifs, par exemple au niveau du nez, on a les poils du nez, qui vont retenir les grosses particules. Après, toutes les petites particules vont quand même traverser et vont arriver jusqu'au niveau des voies respiratoires. Mais là, elles sont piégées par notre mucus, ce liquide visqueux et translucide que nous sécrétons tous. On peut regarder ce qu'il y a dans cette poussière? Bien sûr, alors là, c'est vraiment de la poussière macroscopique qu'on voit pratiquement à l'œil nu. Alors, je vois bien sûr des cheveux, ça on les reconnaît. Je vois des fibres textiles, en veux-tu, en voilà. J'ai l'impression qu'il y a des particules de peau morte. En effet, dans cette simple cuillère, on peut trouver des cheveux, 5 millions de peaux mortes, 10 000 acariens, des restes d'insectes et des poils d'animaux si nous en possédons. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi une vie microscopique comme des bactéries. On va la voir? Allons-y. Je vous suis. Regardons les prélèvements faits chez Anna après 48 heures d'incubation. Souvenez-vous, le nombre de micro-organismes, donc de bactéries, est proportionnel à la quantité de poussière dans une pièce. Alors, qu'observe-t-on après le ménage d'Anna? Chaque petit point correspond à une colonie et une colonie est à l'origine une bactérie. On dénombre 25 colonies sur la première gélose, soit, lors du prélèvement, 25 bactéries, rassurez-vous, non pathogènes. Ça veut dire qu'il y avait de la poussière dans l'air qui a commencé... qui à nouveau s'est redéposé. Donc en fait c'est un phénomène qui est perpétuel. C'est un phénomène perpétuel. Alors ensuite les enfants sont arrivés et on a refait le même prélèvement, donc air ambiant après. Et sur cette gélose, plus de 150 colonies de bactéries, soit une augmentation de 500% en à peine une demi-heure. Avec leurs chaussures et leurs vêtements, les enfants ont amené de la poussière. Et de surcroît, ils ont remis en suspension celle qui avait échappé à Anna.
De plus, en permanence, notre peau se desquame, nos cheveux tombent, les tissus perdent leurs fibres et à chaque repas, nous faisons tomber des miettes. Voilà pourquoi il faut faire le ménage régulièrement. Mais puisque la poussière et les bactéries reviennent aussi rapidement, est-ce qu'il y a un intérêt du point de vue de la santé à passer l'aspirateur, passer des lingettes, dépoussiérer? Oui, bien sûr. Il faut en permanence avoir un environnement qui est contrôlé et il faut d'autant plus le contrôler que vous ayez des enfants, par exemple, qui sont allergiques. Il faut enlever la plus grosse partie de la poussière, mais de toute manière, quand on fait le ménage, on remet de la poussière en suspension. Le dépoussiérage limite la poussière. Tout à fait. Et cette limite de poussière, c'est important au niveau de l'hygiène, c'est ça? Absolument. Sachez qu'il est recommandé d'aérer son logement tous les jours et de le dépoussiérer au moins une fois par semaine. Aujourd'hui, pour lutter contre la poussière, nous avons des chiffons nouvelle génération, constitués de microfibres. Sont-ils efficaces? Pour percer leur secret, Alice et Fabio sont attendus au Palais de la Découverte par Camille Fadel, responsable du département physique. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bon, vous savez qu'on va s'intéresser à la poussière aujourd'hui. Oui. Ouais. Et si on voulait utiliser un chiffon, ce serait bien que la poussière se colle au chiffon. Et peut-être que vous connaissez les phénomènes électrostatiques, parce que ça permet parfois d'attirer des choses. Ça vous dit quelque chose, l'électrostatique? Oui, l'électricité. Ça s'accroche. Quand on frotte un ballon sur notre tête, nos cheveux sont attirés et se collent dessus. Même chose avec ces petits bouts de papier. Ils sont comme aimantés par le ballon. Eh bien, on peut utiliser le même phénomène électrostatique pour cette fois ramasser la poussière qui viendrait se coller. La matière est constituée d'atomes. Et dans chaque atome, il y a au centre un noyau qui a une charge électrique positive. Et autour de lui, un nuage d'électrons chargés négativement. Or, certains matériaux, comme celui du ballon, ont la propriété d'arracher des électrons sous l'effet d'un frottement. Ce déséquilibre engendre une force, l'électricité statique. Un phénomène très puissant que notre spécialiste va reproduire grâce à cette installation. Alors regardez maintenant ce qu'on va faire. On a mis dans ce petit dispositif, on a mis de la poussière et de la fumée et on va faire disparaître tout ça presque instantanément. Eh bien, on va brancher la tige centrale, ça va devenir moins, la tige qui est au centre, et le grillage va devenir plus. On y va? 1, regardez là-bas, regardez. 1, 2 et 3. Les enfants sont plongés dans une intense réflexion. Où est partie la poussière? Oui. Elle est partie sur le grillage. Oui, grillage et sur la tige. Sur la tige. Oui, tout à fait. La poussière est donc très sensible à l'électricité statique. Voilà pourquoi les fabricants ont appliqué ce principe à nos chiffons. Le chiffon se charge électriquement. Comme le ballon tout à l'heure s'est chargé quand on l'a frotté à tes cheveux. Et une fois qu'il est chargé, ce chiffon-là, il est capable d'attirer électrostatiquement les poussières qui viennent se coller au chiffon. Et ce n'est pas son seul pouvoir. Par rapport à un chiffon classique en coton, ses fibres sont 10 fois plus fines. Comme dans une toile d'araignée, une fois la poussière capturée, elle ne peut pas retomber. Vous l'avez compris, à moins de vivre dans une bulle stérile, il est impossible d'éliminer toute la poussière de nos intérieurs. Par contre, il est important de contrôler sa quantité. Donc, aspirateur pour les sols et pour nos meubles, ces chiffons nouvelle génération, les microfibres. Vous êtes-vous déjà posé la question? Comment ferions-nous si le papier toilette n'existait pas? Ce petit rouleau tout doux, à la fois résistant et absorbant, a révolutionné notre hygiène intime. D'après vous, quand a-t-il été inventé? 1 million d'années. La préhistoire. Depuis l'Antiquité. Un peu après que Jésus est né. En fait, le papier toilette moderne en rouleau a été inventé à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, il en existe de toutes sortes, avec des motifs, des couleurs, des parfums. Et on en consomme beaucoup. 100 rouleaux par personne et par an en moyenne. Car chez Léonie et Julia, il y a une consommatrice très gourmande. Bah moi, c'est sûr. Je suis toujours obligée de mettre du papier toilette dans le porte-papier toilette. Ça m'énerve un moment.
Et ce papier toilette, avec quoi est-il fabriqué? Je dirais avec des feuilles. Pas tout à fait. Pour le découvrir, direction Frouard, en Lorraine. Mac est accueilli dans une des plus grandes usines de papier toilette. Marie, bonjour. Est-ce que c'est compliqué de fabriquer un bon papier toilette? Alors, ce n'est pas vraiment compliqué, mais c'est technique. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par les matières premières. Allons voir. Devant Mac, des milliers d'immenses feuilles de papier épaisses et rigides. Alors ça, c'est la matière première, c'est ça? Oui, c'est notre pâte à papier, De la pâte à papier. Donc qui provient du bois. qui provient du bois. La cellulose, c'est le principal constituant du bois. Telle qu'elle, cette pâte à papier est trop rigide pour être utilisée comme papier toilette. Il va falloir la transformer en un voile fin et souple. Pour cela, on commence par la diluer dans de l'eau. Et c'est là que l'on mélange deux types de fibres de cellulose, des courtes et des longues, pour trouver l'équilibre entre résistance et douceur. C'est de la soupe de papier. C'est amusant. Et c'est dans cette immense machine que la soupe de papier va être transformée en une fine feuille. Et là, ça va s'enrouler sur la bobine. Allons voir. J'adore. En 1 heure, la machine produit 70 km de papier, l'équivalent de 175 tours de stade. Donc ça, c'est la feuille, le voile qui sort de la machine. Tout à fait. Là-dedans, on a déjà le mélange entre les fibres longues et les fibres courtes. Oui, les fibres longues vont apporter de la résistance au papier, tandis que les fibres courtes, elles, apporteront la douceur. La douceur, on la sent déjà. Et ça, c'est un papier qui est résistant déjà? Oui, il est déjà résistant. Et les industriels ont trouvé une astuce, le papier multicouche. En superposant les épaisseurs, il est encore plus résistant. Quant aux motifs en relief que l'on trouve sur certains papiers toilettes, ils ne sont pas là que pour faire joli. Donc là, nous allons assembler 2 bobines Oui. qui vont ensuite être gaufrées. Donc l'étape de gaufrage, donc on va créer du relief sur le papier pour créer des cavités qui permettront à l'eau d'être emprisonnée. Et c'est là qu'on va vraiment donner son pouvoir absorbant au papier toilette. Tout à fait. À la maison, une fois jetée dans la cuvette, la cellulose de notre papier commence à se dissoudre au contact de l'eau, comme lors de sa fabrication. Et c'est dans une station d'épuration comme celle-ci à Colombes que s'achève son voyage. Explication d'Olivier Rousselot, directeur des laboratoires et de l'environnement. D'abord, le papier toilette, il passe dans le circuit de la canalisation de l'immeuble ou de la maison, puis il arrive dans des égouts pour arriver jusqu'aux stations d'épuration. Donc ce papier, il est brassé, mélangé et il se désagrège en tout petits bouts qui sont ensuite, qui arrivent avec les eaux usées jusqu'à l'usine. Urine, excréments, eau de vaisselle, de douche, c'est une soupe pas très ragoûtante qu'il va falloir traiter. Il reste encore du papier toilette, plus ou moins désagrégé, qui reste encore. Il va être éliminé à cette étape-là. Objectif, nettoyer l'eau avant qu'elle ne rejoigne nos rivières. Chaque année, la station d'épuration de l'agglomération parisienne reçoit 54 000 tonnes de papier toilette. C'est énorme. Pour limiter la quantité de déchets à éliminer de nos eaux usées, il existe une alternative qui risque de vous surprendre. Jetez votre papier usagé dans la poubelle. Fabien Esculier, biogéochimiste, nous explique pourquoi. Si on met cette feuille de papier toilette dans la poubelle, elle va donc être brûlée et on va récupérer l'énergie issue de la combustion de cette feuille. Par rapport à une usine d'épuration, on aura valorisé toutes les fibres de bois de ce papier toilette sous forme d'énergie, de chaleur et ou d'électricité selon les usines d'incinération, alors que dans une usine d'épuration, il n'y a qu'une petite partie de la matière qui peut être valorisée. Et pour limiter encore plus notre impact sur l'environnement, il existe désormais un papier toilette à base de papier recyclé. En quoi est-il différent? Pour le découvrir, Julia et Léonie vont en fabriquer avec Fanige, professeur de physique, et Alban, un autre petit curieux. Bonjour les filles, venez vous installer. Merci. Avez-vous déjà fabriqué du papier toilette? Non, jamais. Eh bien, je vous propose de fabriquer du papier toilette de façon écologique. Est-ce que ça vous dit? Oui. Nous allons prendre le papier de notre corbeille que nous allons déchirer dans les bols. On rajoute de l'eau. Merci.
Dans ce papier, on retrouve, devinez quoi? De la cellulose. On mélange. Eh bien, ça commence à être pas mal, les enfants, sauf qu'on peut y rester toute la nuit si on veut obtenir une pâte bien lisse. Du coup, j'en ai préparé. Je l'ai aplati et je nous ai fait une petite feuille de papier toilette. Ça a une forme un peu bizarre. C'est vrai qu'elle est un peu étrange. Mais c'est exactement la même recette que pour du papier hygiénique tout neuf. De la cellulose et de l'eau. La différence, c'est que la matière première a déjà servi. Elle provient d'usines comme celle-ci, où on utilise des briques alimentaires usagées que l'on traite pour n'en récupérer que la cellulose. Le papier toilette obtenu est donc bien lisse. Depuis quelques années, c'est la course à l'innovation. Impression en tout genre, couleurs, parfums, rouleaux biodégradables, papier sans rouleau, il y en a pour tous les goûts. Julia et Léonie, elles, ce sont les parfums qu'elles adorent. Mon préféré, c'est celui-là parce qu'il sent bon. Il sent le parfum de ma maman. Mais que faut-il penser de ces nouvelles tendances pour la peau de notre intimité? À l'hôpital Saint-Louis, nous avons posé la question au professeur François Desgrandchamps, urologue. La nature du papier peut engendrer d'éventuels petits problèmes. Et ces petits problèmes peuvent venir des résidus toxiques qu'il y a dans le papier, soit à cause du traitement par le chlore pour le blanchir, soit à cause des différents traitements chimiques pour obtenir du papier recyclé. Donc il y a d'une part un risque de résidus toxiques et puis d'autre part un risque de substances allergéniques. Et c'est là où la coloration ou les parfums peuvent intervenir parce qu'il peut y avoir une réaction individuelle d'intolérance à certains de ces produits. Ces types de papier toilette peuvent parfois entraîner des irritations, des rougeurs ou des brûlures. Si cela vous arrive, mieux vaut rester sur du papier hygiénique basique sans additifs. Et ce n'est pas tout. Toutes ces couleurs et les ajouts de parfums et de molécules, il faut être vigilant parce que ça rajoute des molécules chimiques dans une eau qui à la fin retournera à la rivière. Vous savez désormais ce qui se cache derrière ces petites feuilles prédécoupées qui nous accompagnent au quotidien. Douces pour nos fesses, résistantes, absorbantes, recyclées ou non, c'est toujours la même matière première, la cellulose du bois. Et cela n'a pas changé depuis plus de 120 ans.